la conférence que je vais donner aujourd'hui, je vais essayer de vous entraîner dans un monde proto-historique pour lequel, généralement, on a toute une série d'idées, d'a priori. Qui n'a pas entendu nos ancêtres les Gaulois? Mais qui sont ces Gaulois? Comment vivaient-ils? Et puisque la question de ce soir, c'est l'architecture, quel type d'architecture avait-il? La question, existe-t-il une architecture publique en Gaule celtique? J'ai mis mon titre avec un point d'interrogation parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout entré dans l'esprit ni les archéologues, ni sans doute d'un public plus vaste dont vous faites partie, cette idée que le monde celtique n'est sans doute pas aussi barbare qu'on le présente, mais qu'au contraire, on est en face de gens qui avaient déjà une très haute civilisation. Et ce que je vais vous montrer ce soir, c'est quelques éléments qui permettent d'illustrer cette question. Donc, je vais rapidement faire disparaître ce suspense. Pour moi, oui, il existe une architecture publique en Gaule celtique, et le but ce soir, pour moi, sera de vous en convaincre également. Alors, avant de nous lancer tout à fait dans les problèmes d'architecture celtique, prenons déjà quelques éléments un peu plus généraux, et j'ai listé ici, sur cet écran, les principaux types d'architecture qui nous permettent de parler d'architecture publique. Alors j'ai mis d'un côté sur mon PowerPoint ce que l'on utilise comme terme dans le monde antique, grec et romain en particulier, et ce qui pourrait, d'une certaine manière, être transposé dans le monde celtique. Ça ne marche pas à chaque fois, mais quand même, ce petit parallèle vaut la peine d'être fait. Alors, un des éléments principaux des villes antiques, très souvent, c'est la présence d'un rempart et de portes. Et ça aussi, justement, c'est quelque chose qui se retrouve sans aucun problème dans le monde celtique. Quand on parle d'architecture publique, on pense également à des aménagements à l'intérieur de la ville, à l'intérieur du site, même si dans le monde antique, les choses sont peut-être plus développées, on verra que dans notre monde celtique, il y a quand même quelques éléments qui peuvent être considérés comme faisant partie de cette catégorie aussi. Un élément nouveau, les monuments liés aux activités politiques et religieuses, très important en Italie romaine, très important dans le monde grec, le forum pour l'un, l'agora pour l'autre, avec tous les monuments, toutes les constructions qui vont avec, et bien dans le monde celtique, on s'aperçoit de plus en plus qu'on avait sans doute des aménagements similaires. Alors, est-ce qu'on a le droit de l'appeler forum? C'est un autre problème, mais en tout cas, je vais vous montrer quelques éléments qui n'en sont pas très éloignés peut-être. Les constructions liées à l'eau, les voiries, ça c'est peut-être un point faible, ça sur nos oppidas, dans nos villes celtiques, c'est peut-être moins bien présent. Je vous montrerai juste un exemple pour dire que ce n'est pas totalement absent, mais c'est peut-être pas cette partie-là que je vais développer, et je pourrais faire la même remarque pour les bâtiments liés au commerce ou au stockage. Là aussi, c'est très difficile d'identifier un bâtiment pour lui donner ce type de fonction. Donc là, je les ai mis en fin de liste. Et enfin, quelque chose qui manque malheureusement totalement dans le monde celtique, c'est les monuments liés au spectacle, théâtre, amphithéâtre. J'ai rajouté les termes, j'aurais pu mettre le cirque, tous ces types de monuments de spectacle liés à l'otium. Dans le monde romain, on n'a pas vraiment l'équivalent en Gaule, bien que on peut se poser la question, quand on sait qu'en Gaule, il y a toute une série de monuments d'amphithéâtre qui sont un peu curieux, qui sortent un peu de l'ordinaire. Je peux prendre un exemple local, les arènes de Lutèce. Est-ce que c'est un théâtre?
Est-ce que c'est un amphithéâtre? C'est plus ou moins un mélange des deux. Mais pourquoi est-ce qu'on les trouve qu'en Gaule, ces bâtiments, ces constructions un peu mixtes? Peut-être parce qu'en Gaule, avant l'architecture en pierre romaine, il y avait des spectacles qui nécessitaient ce type d'aménagement, dont on n'a pas encore de reste archéologique, mais il n'est pas interdit de rêver un peu. Alors, sans vouloir faire du listing, je vais commencer à vous parler des remparts. Les remparts, c'est ce qui est le mieux connu, depuis le plus longtemps. Et ces remparts sont les éléments les plus représentatifs de l'architecture celtique, l'architecture monumentale celtique. Alors, je vais vous présenter ces remparts par type. Je ne vais pas rentrer quand même dans le détail de la construction, mais quand même pour vous donner une idée. Et surtout, dans un second temps, je vais vous montrer à quoi ils peuvent correspondre, quelles étaient leurs fonctions. Et fonctions au pluriel, parce que le rempart, contrairement à ce qu'on dit régulièrement, n'est pas uniquement une construction liée à la défense, liée au militaire. Avec un rempart, on a toute une série d'autres fonctions qui apparaissent, et dans le monde celtique, elles sont bien présentes. Alors ces remparts, nous les archéologues, nous aimons bien classer les choses, nous aimons bien faire les choses de manière carrée, et ces remparts, nous les avons grossièrement classés en deux catégories. Ces deux catégories, la première, c'est une catégorie qu'on appelle à poutrage horizontal, la deuxième à poteaux frontaux. En gros, avant de rentrer là-dedans, qu'est-ce que c'est un rempart protohistorique? Tout simplement, c'est un rempart qui est formé d'un grand talus de terre, c'est l'élément principal, mais ce talus de terre n'est pas isolé dans la plupart des cas. Il n'est pas isolé parce que pour maintenir ce talus de terre, on a utilisé une armature en bois. Une armature en bois qui est parfois assez simple, parfois plus complexe, et qui, dans le monde celtique, divise entre l'Est et l'Ouest. Ce monde celtique, justement, nous avons à l'Est, je vais peut-être montrer la carte tout de suite, un type d'architecture avec des poteaux verticaux dans la façade. À l'Ouest, on a plutôt des remparts avec une grille en bois, qui d'ailleurs est bien connu dans la littérature ancienne, puisque César nous en parle, sous le nom de Murus Gallicus, mur gaulois. César nous en fait une description, je la montrerai tout à l'heure. Alors ces deux types de remparts sont des constructions tout à fait caractéristiques des oppidas. Alors quelques mots sur le terme oppidum, là aussi un terme lié à César. Les protohistoriens, maintenant, pour eux, le problème est réglé, considèrent que l'oppidum, tel que nous décrit César, c'est-à-dire un site comme Alésia, Gergovie, Bibracte, eh bien, ces grands sites gaulois peuvent être considérés comme des villes, peuvent être interprétés comme une ville gauloise. Et donc, on a une construction monumentale qui va définir ces oppidas, puisque ce sont des villes gauloises en sein d'un rempart, délimitées par un rempart, qui est donc notre premier élément d'architecture monumentale. Alors je vais rapidement vous présenter un peu ces deux types. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous ennuyer avec des trous de poteaux, avec des choses un peu trop techniques. J'ai essayé de piocher dans ce qui se fait actuellement en reconstitution. Et pour les remparts, on a la chance d'avoir quelques reconstitutions en grandeur nature qui sont tout à fait représentatives des différents types de remparts et qui permettent de se faire une bonne idée de la chose. Alors la première catégorie, c'est une catégorie qu'on appelle à poteaux frontaux ou à poteaux verticaux. C'est tout simplement un type de rempart où, pour construire un parement
verticale, une partie verticale à l'avant du talus dont je vous parlais tout à l'heure. On insère une série de poteaux profondément installés dans le sol, dans les trous de poteaux, et raccrochés à la masse du rempart par une poutre horizontale qui permet donc de combler tous les problèmes de poussée. Entre ces poteaux, un simple parement en pierre. Ce sont généralement des pierres non taillées qui ne sont liées sans aucun mortier, donc un parement en pierre sèche, et donc il y en a différentes catégories qui correspondent donc à l'évolution dans le temps. Ce type de rempart, voilà l'exemple le plus caractéristique et le plus récent dans notre série. Ce type de rempart est bien connu en Allemagne, où l'on a fouillé certains exemplaires. Ici, un exemple de fouille. Donc, je vous disais, je ne vous montrais pas beaucoup de trous de poteaux, mais quand même, l'un ou l'autre, un archéologue ne peut pas s'en empêcher. Nous avons donc un système très simple. Le parement s'arrête. La zone qui est sombre, ici, et tout simplement le reste du poteau, qui était donc profondément enfoncé dans le sol. Le parement bute de part et d'autre sur le poteau. Si l'on reconstitue la chose, ici un exemple de reconstitution dans Lutzdruck-Eifel, donc dans la région de Trèves, on voit très bien la construction, le poteau qui est planté dans le sol, avec une ou deux poutres horizontales qui le raccrochent à la masse du rempart, et un système de pierres sèches situé entre les deux. Peut-être qu'avec cette image, ça se voit mieux. Voilà deux poutres qui sont installées à mi-bois sur le poteau et qui retiennent les poussées qui permettent donc à ce parement de ne pas s'effondrer. C'est une construction qui est assez fonctionnelle, qui apparemment a bien tenu, et on a pu voir, en faisant des calculs sur des remparts qui ont duré une certaine période, on a pu voir que ce type de rempart avait une durée de vie d'une trentaine d'années. On a une moyenne de 30-35 ans environ à chaque reconstitution de rempart, chaque reconstruction de rempart, et cette durée doit sans doute correspondre à la durée de vie du bois. Au bout de 30-35 ans, le bois commence à pourrir, à avoir des faiblesses, et donc on change l'une ou l'autre pièce de bois. On construit parfois un deuxième parement devant, on change parfois certaines pièces de bois, on restaure le parement, mais on a là une durée de vie qui est quand même assez raisonnable, la trentaine d'années, donc une petite génération. Sur certains sites, on est allé plus loin pour avoir d'autres possibilités de retenir la terre. Ici, un exemple en Suisse, le site d'Yverdon, où les archéologues ont constaté que ces poteaux en façade n'étaient pas installés de manière verticale, mais de manière oblique, avec un angle de 14 degrés, sans doute, là aussi, pour retenir la poussée. Voilà en reconstitution ce que ça nous donnerait, et avec toujours, à plusieurs niveaux, sans doute, une série de pièces de bois horizontales qui renforcent un peu cette construction. Comment est-ce qu'on sait que ces poteaux étaient obliques ? Tout simplement parce que, ici à Yverdon, nous sommes au bord du lac de Neuchâtel, et donc ce rempart avait jusqu'à nos jours les pieds dans l'eau, et vous savez sans doute que le bois dans l'eau a une durée de vie beaucoup plus longue, il se conserve parfois jusqu'à nos jours, et donc on a réussi à retrouver toute une série de bas, de troncs, comme cet exemple ici, qui étaient taillés en oblique. Donc cette position oblique était prévue dès la construction. On a donc des troncs qui étaient équarris et qui étaient taillés de telle manière à donner ce pendage au parement. Donc toute une série de réflexions techniques qui ont été proposées par les Gaulois pour éviter les problèmes de poussée. L'autre système, celui qui est connu dans le monde, on va dire, occidental, la Gaule en grande partie,
Eh bien, c'est le système de poutrage horizontal. Là, nous sommes dans une autre réflexion. Nous n'avons plus des poteaux plantés dans le sol avec des poutres qui les retiennent. On a une grille dont les exemples les plus anciens correspondent au système du Kastenbau, donc une série de troncs empilés. Mais ce système de troncs empilés, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il était coûteux en bois et on a essayé de trouver d'autres possibilités pour réduire un peu la consommation en bois. Et l'une des possibilités qu'on a trouvées et qui s'est développée jusqu'à la gare des Gaules, c'est tout simplement de construire un système de grilles avec des poutres qui sont donc nettement plus espacées. Voilà la même image en plus grand. Et ces croisements de poutres sont renforcés par une grande fiche en fer. Cette grande fiche en fer, les archéologues se sont longtemps posé la question de savoir à quoi elle pouvait servir. On lit dans la littérature archéologique par les spécialistes de la question qu'on est sans doute là devant un geste ostentatoire, des gens qui montrent leur richesse en mettant du fer à l'intérieur du rempart, mais sans que ce fer n'ait véritablement une fonction pratique. Moi, j'avoue de mon côté être un peu plus terre-à-terre, il faut l'avouer, et cette proposition m'a jamais véritablement convaincu, jusqu'au jour où j'ai eu l'occasion de parler avec un ingénieur qui s'est intéressé au rempart gaulois et qui m'a dit « mais si, il y a une raison à mettre une fiche en fer dans ce type d'assemblage, c'est que cette fiche en fer relie les poutres entre elles, mais non pas seulement à l'extérieur, mais au cœur du bois. C'est-à-dire que lorsque l'aubier commence à pourrir, lorsque la partie externe du bois commence à faiblir et à disparaître, un assemblage à mi-bois cède. Mais là, non, puisque le clou traverse le cœur des deux troncs, eh bien, il allonge la durée de vie du rempart d'une bonne dizaine ou quinzaine d'années. Donc là, on m'a proposé une explication technique qui me paraît du coup beaucoup plus intéressante qu'une explication plus symbolique. Alors, ce type de rempart, on l'a reconstitué. Bon, ici, l'exemple du Montbeuvray, la Bibracte des Éduins, le site qui a intéressé beaucoup un ancien président de la République, comme on vous l'a expliqué il y a pas longtemps. Ce site, on a proposé une reconstitution. Donc voilà les différentes étapes de la reconstitution de ce rempart. Archéologiquement, voilà ce que l'on trouve. On trouve un parement qui est au haut de une ou deux rangées de pierres, une ou deux assises, un système de poutres dont on retrouve les traces par une décoloration du sol, et à partir de là, on a essayé de reconstituer quelque chose à l'identique. Cette reconstitution a donné naissance à ce rempart, avec donc une série de poutres qui sont perpendiculaires au parement, une série de poutres qui sont parallèles au parement, et toutes ces poutres étaient du coup clouées les unes aux autres, assemblées avec ces grandes fiches en fer. On s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on a monté ce rempart. Là, ça posait également des problèmes techniques. Y avait-il un échafaudage? Est-ce qu'on construisait de l'intérieur, de l'extérieur? Les collègues se sont posés beaucoup de questions là-dessus. Une des propositions qui a été faite, c'est de dire, mais ces poutres en bois qui apparaissent dans le parement, qui sont visibles dans le parement en pierre, si on les laissait un peu plus longues, ça permettrait de poser des planches, des poutres, faire un échafaudage. Donc voilà la proposition qui a été mise en avant. Alors elle est tout à fait intéressante, tentante. Elle a peut-être un petit défaut qui ne la détruit pas, mais qui permet quand même qui oblige de mettre un bémol, c'est que après ces poutres, il faut les couper. Un parement qui laisse en avant une véritable échelle, escalier pour le grimper dessus n'est pas très efficace. Donc on a bien été obligé de les couper. Mais comment couper une poutre, sachant qu'à cette époque,
on ne connaissait pas la scie. On connaissait des petites scies pour travailler sur de la tabletterie, pour travailler des petits objets, mais pas des grandes scies qui permettraient de couper des troncs de chêne de 15, 20, 30 cm de diamètre. Alors, est-ce qu'ils ont été coupés à la hache, à l'herminette? La question reste ouverte. En tout cas, ce rempart, il a intéressé beaucoup de monde, à commencer par César, dont je remets ici, je ne vais peut-être pas le lire en entier, le texte, un extrait du texte César, lorsqu'il est devant Avaricum, la ville actuelle de Bourges, et qu'il met donc le siège devant cette ville, et il nous décrit le rempart. Il nous décrit le rempart. On a tous les éléments de rempart, la présence de poutres visibles dans le parement, la présence de pierres. Bon, il n'a pas vu en écorché, donc il ne mentionne pas la présence de clous, mais l'ensemble de ce rempart semble l'avoir intéressé, et il nous indique aussi que c'est un rempart qui a deux intérêts. Le premier, c'est qu'il a militairement quand même, il est efficace. Il est parfaitement adapté à la défense des villes, nous dit-il, car la pierre le défend du feu et le bois des ravages du bélier. Donc, César, en tant que général, trouve que ce rempart est quand même intéressant. Mais en plus, et ça c'est quand même rare dans la bouche d'un Romain, ce rempart n'est pas désagréable à l'œil. Alors on voit déjà deux fonctions du rempart qui sortent dans les écrits de César. J'en reparlerai tout à l'heure. La première, c'est un rempart, c'est quand même pour défendre une ville. Le deuxième, c'est que c'est un monument qui est agréable à l'œil, donc qui a un côté ostentatoire qui est tout à fait net. Alors, je vous ai montré les remparts en cours de construction. Voilà, une fois qu'il a été complètement élevé, eh bien ce rempart-là a été construit avec la méthode gauloise, mais pour la petite anecdote, sans peut-être la connaissance gauloise, puisqu'il n'a tenu que 5 malheureuses petites années. Au bout de 5 ans, le rempart s'est effondré. Au grand étonnement des archéologues, qu'avait-il fait de travers? Eh bien, je pense surtout qu'il manquait d'expérience, qu'il y avait sans doute plein de petits détails auxquels ils n'ont pas pensé, des problèmes d'évacuation de l'eau de ruissellement, des problèmes de l'eau qui tombe par au-dessus. Là, on ne voit pas très bien sur la photo, mais vous voyez peut-être que tout en haut, le rempart n'a aucune construction qui permet d'évacuer les eaux de pluie par au-dessus. Tous ces petits détails ont peut-être fait que la durée de vie de ce pauvre rempart n'a pas été très longue. Mais les archéologues ne sont pas découragés, ils l'ont reconstruit avec l'aide d'un architecte du monument historique qui a décidé de mettre un mur en béton derrière. Donc ce coup-ci, il devrait tenir. Alors s'il ne tient pas, c'est que le béton a quelques problèmes. Mais de l'extérieur, on a tout à fait la même impression. Si vous avez un jour l'occasion d'aller du côté d'Autun, du côté du Mont-Beuvray, qui est dans le Morvan, je vous invite à aller voir le site de Bibracte et la reconstitution de ce rempart, qui donc a été fait d'abord selon les règles gauloises et ensuite selon les règles actuelles. Alors, quelques mots supplémentaires pour ce rempart. Ce rempart, il a été inventé, comme diraient les archéologues, découvert sur d'autres sites également. Je vous ai montré le Mont-Beuvray parce que c'est la meilleure reconstitution. Mais déjà au milieu du XIXe siècle, on a des archéologues, notamment ici à Mursins dans le Lot, qui, fouillant un rempart, ont fait le parallèle, le rapprochement avec le texte de César. Donc je vous montre ça uniquement à titre d'histoire de la recherche. Le premier des remparts a été identifié en tant que Murus Gallicus à Mursins. Alors naturellement, quand on essaye de faire des choses régulières, on s'aperçoit tout d'un coup que rien n'est aussi simple et qu'il y a une catégorie de remparts qui ne rentre ni dans un
une des boîtes ni dans l'autre et qu'on appelle rempart de type mixte. Ça veut tout dire et rien dire à la fois, mais pour montrer quelques éléments de ce type-là, un exemple en Suisse, le mont Vully. Le mont Vully qui a, lors de la fouille, livré quelques éléments intéressants. Voilà donc le parement du rempart du mont Vully. On a ici un poteau, ici un deuxième poteau, donc on aurait ici un rempart à poteaux frontaux, mais on a dans le parement des grands vides. Des grands vides, si on le photographie de face, ces grands vides donnent l'impression de correspondre à des poutres horizontales dans le parement. Alors ce rempart du mont Vully, lui aussi a été reconstitué. Toute autre technique, on est en Suisse, là c'est l'armée suisse qui est intervenue. Je pense que là aussi, en regardant de près, on verrait quelques petites traces de béton, parce qu'il faut bien qu'il tienne. Mais c'est intéressant de voir à quoi il ressemble ce rempart. On voit très bien les poteaux, mais entre les poteaux, on distingue ces poutres horizontales. C'est pour ça qu'on l'appelle rempart de type mixte. Alors ce type de rempart, on l'a dans d'autres régions également. Un petit tour en Lorraine, Metz, également ancienne ville gauloise, ancienne oppidum. Et là, à Metz, on a trouvé des pièces de bois liées au rempart qui nous expliquent de plus près comment pouvaient être faits ces types de remparts. On a notamment une pièce de bois qui nous permet de voir la présence différentes encoches, donc des assemblages par Tenon et Mortaise. Voilà cette même pièce de bois en cours de fouille. On distingue bien les différentes encoches et qui permettent d'imaginer des poteaux avec lesquels on a des liens. Voilà, cette image-là est peut-être plus parlante. Des liens de poteau à poteau, donc une série de poutres installées horizontalement dans le parement. Donc là, naturellement, on est dans une catégorie mixte. Et allez, un dernier petit exemple pour la route. En Picardie, la chaussée de Thirancourt, là aussi, un parement avec des curieux vides entre les pierres, des vides horizontaux, qui permet de reconstituer quelque chose de ce type-là. Alors, il existe une dernière catégorie que je n'ai pas encore abordée, qu'on appelle les remparts à talus massifs. On s'est rendu compte qu'un certain nombre de remparts n'étaient pas uniquement construits avec système de poutres et de pierres, mais qu'on avait autre chose qui était tout simplement un talus. Alors là aussi, quelques exemples, on les a trouvés surtout en Picardie, dans le centre de la Gaule, mais pourquoi la Picardie, Haute-Normandie et le centre de la Gaule ? Tout simplement parce qu'il y a un archéologue à la fin des années 30, Mortimer Willer, qui s'est intéressé à cette région-là, et il y a un archéologue dans les années 70, années 80, Ian Ralston, qui s'est intéressé à ces régions-là. Ce sont donc deux collègues britanniques qui ont mis en avant que ce type de rempart existait de manière fréquente en Gaule. Il y a sans doute d'autres régions où il n'a pas encore été mis en évidence. Alors ce rempart, en quoi est-ce qu'il consiste ? Tout simplement, il joue sur les dimensions. Ce sont généralement des talus sans parement, juste un simple talus, mais qui font 20, 25, 30 mètres de large au pied, pour une hauteur qui avoisine généralement les 10 mètres, mais précédé en plus d'un fossé de même dimension, de 10-15 mètres de large, avec 3-4 mètres de profondeur au moins. Donc des choses assez monumentales. De nos jours, on les retrouve encore en Picardie. Ici un exemple dans la vallée de la Somme, l'Ircourt-Hirondelle, où on distingue bien encore le talus et son fossé. Le fossé est maintenant comblé, donc on n'a pas la profondeur exacte, mais lorsqu'on le fouille, on s'aperçoit qu'on enlève facilement 2-3 mètres de terre, voire plus. Voilà ce qu'il donne la nature. Et un autre exemple en Normandie, en Seine-Maritime, un de mes oppidas favoris, je pourrais dire,
l'oppidum de Bracquemont, qui est installé en bordure de la falaise de Cray, non loin de Dieppe. Et il y a donc un rempart qui tourne ici autour de cette zone. L'autre côté est protégé par la falaise de Cray. Quand je dis protégé, c'est peut-être pas le bon terme. À cet endroit-là, il y avait un sanctuaire au début du XIXe siècle. Il a encore été fouillé. Au milieu du XIXe siècle, il s'est retrouvé 60 mètres plus bas. C'est la falaise qui recule, mais l'oppidum résiste encore un peu. Alors cet oppidum, voilà, est défendu par un rempart du même type. Voilà le talus, voilà le fossé. Quand on sait que, pour donner une échelle, ces différents poteaux de clôture font 1,20 m, 1,50 m de haut, ça vous donne une idée des dimensions. Voilà un peu pour les remparts. Mais les portes. Et les portes, naturellement, c'est l'élément principal dans le rempart. Et là, les Gaulois aussi, les Celtes de manière générale, j'utilise de manière indifférenciée le terme de Celtes et de Gaulois parce que, sans rentrer dans les détails, c'est à peu près la même chose. On a pour habitude d'appeler les Celtes de Gaule Gaulois et les Celtes en dehors de la Gaule Celtes. On va rester avec cette définition-là. Donc, nos Celtes ou nos Gaulois avaient une manière bien spécifique de construire leurs portes. Ils avaient un type de porte qui, dans notre jargon, s'appelle des portes en tenaille, appelées Zangentor par les Allemands. Et ce sont des portes qui, tout simplement, se définissent par un rempart qui, à un moment donné, fait un angle droit des deux côtés, donc il se forme un couloir qui peut avoir une vingtaine de mètres de long pour 8 mètres de large en moyenne. Et au bout du couloir, on érige une grande tour-porche. Généralement, c'est une construction qui se présente sous la forme de 9 gros poteaux. Parfois, c'est plus complexe, parfois, c'est plus simple, mais dans la règle, on est dans ces cas de figure. Comment ça se présente en vrai? J'ai heureusement quelques petites maquettes pour présenter ça. Ici, un oppidum tchèque, Zavist, dans la banlieue de Prague, où l'on voit bien comment ça fonctionne. Il y a ici donc le chemin qui oblige les personnes à traverser ce couloir. Donc on est là devant une construction défensive tout à fait efficace, puisque sur 20 mètres, les gens peuvent être bombardés de projectiles divers et variés, et ensuite on tombe sur une tour-porche qui naturellement est fermée par des battants de porte qui, sur cette maquette-là, ne sont pas visibles. Je fais un tour au Mont Vully, on a reconstitué la même chose. Là, vous avez les battants de la porte. On imagine généralement 2 passages. Bon, je ne vous dirai pas que l'un c'était l'entrée et l'autre la sortie, sans doute, mais ne me demandez pas dans quel sens ils entraient. En tout cas, cette tour-porche était vraiment une construction monumentale qui défendait l'entrée et qui permettait aussi de voir très loin. On a vraiment une construction tout à fait monumentale. Bon, la Suisse, l'Allemagne, Manching en Bavière, toute une série d'oppida qui ont ce même type d'architecture. Quelques variantes ici avec la porte d'un oppidum en Allemagne qui s'appelle Grabenstetten, qui est en entonnoir. Bon, on est dans quelque chose d'assez similaire. Voilà comment on le reconstitue. Dans quelque chose où les 2 parements ne rentrent pas à angle droit, mais plutôt de manière plus courbe. D'autres exemples, ici en Picardie, la chaussée Thirancourt, où on s'aperçoit que sans doute la construction devait être plus complexe, avec différents types de passages au-dessus de ce couloir, mais à chaque fois, on a à peu près la même chose. Alors, on a à peu près la même chose, mais on a surtout, je pense, pour les archéologues, un a priori dans la tête. Là, je vous fais une petite déconstruction de la porte celtique. Je vous ai montré
l'image des portes gauloises, des portes celtiques, telles qu'on le trouve dans la littérature, telles qu'on les trouve dans les musées sous forme de maquettes, donc l'image classique qui doit être valable dans la plupart des cas. Sauf que parfois, on est en droit de se poser la question si les choses ne sont pas plus compliquées. Et ici, je vous montre un exemple Manching, en Bavière. J'ai passé très rapidement, mais vous l'avez peut-être fait attention, une maquette de Manching qui présente exactement le même genre de tour-porche. Sauf que lorsqu'on regarde ce plan archéologique, donc en marron sombre, ce sont les trous de poteaux, les creusements dans lesquels on a planté les poteaux, qui sont en marron clair, et on a retrouvé une série de traces au sol qui méritent d'être regardées de plus près. Autre chose curieuse, pourquoi est-ce qu'on a des poteaux qui sont plantés, non pas en bordure du parement, mais en plein milieu de la masse de terre? Alors, les archéologues qui ont travaillé dessus ont proposé plein de raisons, qu'on voulait renforcer la porte en mettant une seconde série de poteaux, et qu'ici on a mis des poutres sur le sol pour éviter que les poteaux ne glissent. Bon, je veux bien, mais ça ne me paraît pas être une raison suffisante. Et en grattant un peu, on peut proposer d'autres petites hypothèses. En grattant un peu, on peut proposer ceci. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à tout à l'heure? On a toujours notre couloir, mais ce couloir ne débouche pas sur une tour-porche, mais un système de 2 tours qui encadrent un espace ouvert. Revenons à notre plan. À quoi servent ces poutres au sol? Il y a de fortes chances que nous sommes en face de seuils. Un seuil ici, qui correspondrait donc à une porte, disons au battant de la porte, un deuxième seuil ici, deuxième porte, et s'il y a un deuxième seuil ici, il y a fort peu de chances que cet espace-là soit un espace couvert. Il est très bien en espace découvert. Donc, voilà une proposition. Proposition avec 2 tours, proposition avec une tour. Alors ça, c'est la proposition classique du monde gaulois. C'est comme ça que dans le monde gaulois, on propose généralement des portes. Mais regardons un peu à côté et regardons dans le monde romain. Qu'est-ce qu'on a dans le monde romain? On a les portes romaines. Ces portes romaines, elles se présentent comment? Tout simplement avec 2 tours qui encadrent le passage, et à l'intérieur du passage, il y a un espace ouvert, une cour ouverte. Ici, les exemples d'Autun et les exemples de Nîmes. Alors voilà, je vous mets la porte d'Arroux à Autun. On ne voit pas tout dessus exactement, mais jetant un œil sur une autre porte, à Turin, on retrouve le même problème. 2 tours qui encadrent le passage avec une grande cour, un grand espace ouvert. Voilà la tête de cette porte actuellement, donc les 2 tours qui encadrent le passage. Un autre exemple, la porta nigra à Trèves, la porte romaine la mieux conservée actuellement. Eh bien, cette porta nigra est encore plus proche de notre modèle, 2 tours, et toujours cet espace intérieur ouvert. Voilà donc la porta nigra telle qu'elle se présente actuellement à Trèves. Eh bien, quand on a ces exemples romains, sans vouloir imaginer que les Celtes ont copié les Romains, se sont inspirés des Romains, on peut quand même dire qu'il n'y a aucune raison de ne pas imaginer que ce modèle romain a pu fonctionner dans les oppidats gaulois également. Donc, au lieu d'avoir qu'un modèle, on a 2 possibilités de reconstitution. En fait, on est là devant un problème qui arrive régulièrement,
en archéologie, surtout en archéologie protohistorique d'ailleurs, où on a un plan au sol, et à partir de ce plan au sol, il faut qu'on essaye de réfléchir à l'élévation. Réfléchir à l'élévation, on peut y réfléchir avec un raisonnement technique. Qu'est-ce qui permettrait de faire tenir la chose? On peut réfléchir en mettant en avant des arguments d'ordre culturel, social. Bon, une tour, si elle est ostentatoire, il faut qu'elle se voie de loin, donc on la monte assez haut. Jusqu'où peut-on aller? Donc, de type de réflexion. Ensuite, dans le détail, on essaye de regarder si notre proposition est conforme aux données archéologiques ou pas. Donc, voilà toute une série de réflexions que l'on a. Et une fois que notre dessin, que notre maquette, que notre restitution est là, on la présente aux collègues qui, généralement, trouvent plein de choses à redire parce que ça ne correspond pas du tout à l'image qu'ils avaient, eux, dans la tête. En gros, on est dans la situation où chaque restitution est une hypothèse qui permet ensuite de discuter. On peut avancer dans la discussion en disant « mais pourquoi est-ce que tu as choisi cette option-là plutôt que telle autre ?» On argumente, on se contredit, on avance des arguments dans tous les sens et à l'arrivée, peut-être qu'on arrive à se rapprocher de la vérité. Alors, je vous ai montré en détail des éléments architecturaux, mais ce qui est intéressant avec les remparts, c'est le fait que ces remparts, comme je vous le disais tout à l'heure, ont plusieurs fonctions. On va essayer d'approfondir un peu la fonction de ces remparts. Alors, voilà les trois fonctions telles que je les présente généralement. Je les présente pour les remparts protohistoriques, mais d'une certaine manière, ils sont valables pour tout type de rempart. On peut dire pour n'importe quel rempart, qu'il soit préhistorique, protohistorique, antique, médiéval, voire moderne et contemporain, que nous avons à chaque fois trois fonctions. Une fonction défensive, militaire, une fonction ostentatoire, parfois même tape à l'œil, et une fonction symbolique. La différence d'une période à l'autre, c'est sans doute que ces remparts ne donnent pas le même pourcentage pour telle ou telle fonction. Parfois, un rempart peut être beaucoup plus défensif, mais on trouvera toujours un petit côté ostentatoire et un petit côté symbolique. Parfois, c'est le symbolique ou l'ostentatoire qui domine, mais le défensif sera toujours là quand même. Donc, ces trois fonctions cohabitent à chaque fois, mais peut-être avec des pourcentages, des proportions différentes. Alors, la fonction défensive, je l'ai déjà abordée pour nos remparts gaulois. Il suffit de regarder César. Le texte, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Dans la description du Murus Gallicus, il insiste vraiment sur le côté efficace. La pierre le défend du feu, comme le bois est à l'intérieur de la masse de terre. À l'avant, il y a un parement en pierre, qu'il est quand même très difficile à lui mettre le feu. L'intérieur du rempart, il est formé par cette maille de poutre en bois, donc quelque chose qui est à la fois souple et très résistant, et donc le bélier, il ne passe pas non plus. Donc on a vraiment là un rempart qui est efficace. Le second extrait que je vous ai mis là, la largeur du fossé et la hauteur des murs firent échouer son assaut. C'est également une tentative de César de prendre un oppidum. Mais là, on est en Gaule-Belgique et on est sans doute devant un rempart à talus massif, donc sans parement en pierre, sans poutrage. Mais on s'aperçoit que la taille du fossé et la taille du talus derrière le fossé sont un obstacle pour les machines de guerre romaines. Donc, il est beaucoup plus difficile de franchir ce rempart. Et d'ailleurs, si on regarde la chronologie de ces remparts à talus massifs, on s'aperçoit que la plupart ont été construits aux alentours de la guerre des Gaules. Est-ce qu'on est là peut-être devant une adaptation militaire aux
aux armes de siège romaines, c'est tout à fait plausible. Donc, le côté militaire des remparts, il fonctionne sans doute sans aucun problème. Regardons maintenant le côté ostentatoire. Alors là, le côté ostentatoire, le monde celtique nous livre quelques beaux exemples. Le plus bel exemple est peut-être l'oppidum de Tchisov en Bohême. Oppidum pour lequel donc la fouille du rempart a montré encore une élévation aux alentours d'1,50 m. Et ce rempart se compose d'une série de dalles de schiste posées à plat et tout d'un coup d'un grand bloc cyclopéen. Là, on a quelque chose qui fait vraiment ostentatoire, on est là devant une architecture qui donne vraiment l'impression d'être, c'est du sérieux, hein, c'est vraiment des gros blocs. Sauf que si on regarde le bloc d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'il fait à peu près 50-60 cm de haut, mais qu'il fait 10 cm d'épaisseur. Ce sont en fin de compte des dalles posées de champ. Donc de l'extérieur, on a l'impression effectivement d'avoir du rempart cyclopéen. Je ne vais pas dire du rempart grec, mais ça va dans cette direction-là. Mais à la vérité, c'est un trompe-l'œil. En fait, ce sont des dalles posées de champ qui sont extrêmement fragiles. On peut très facilement les déceler. Donc là, vous voyez que ce n'est pas le côté militaire défensif qui prime, c'est un autre type, une autre fonction, la fonction plutôt ostentatoire, j'aurais même tendance à dire dans ce cas-là, tape à l'œil. On a le même exemple dans d'autres régions. Ça se voit peut-être moins bien ici, mais à Vernon, sur un oppidum normand dans l'Eure, on retrouve la même chose. Ce sont des blocs qui sont posés de champ. Alors cela, ça ne se voit pas trop, mais celui-là, ça se voit peut-être un peu mieux. Et si on regarde le rempart de devant, on a l'impression que ce sont des gros blocs, mais généralement, ils sont beaucoup moins épais que hauts. Donc là aussi, un rempart qui permet de donner une impression de monumentalité que l'architecture n'a en fait pas vraiment. Un autre élément qui permettrait de parler d'ostentatoire, c'est que certains remparts possèdent des blocs taillés. J'ai eu l'occasion donc de fouiller un site dans les Vosges, le fossé des Pendours au col de Saverne, et le grès rose des Vosges se taille relativement bien, et les Gaulois en ont profité. Il est clair qu'ils ont érigé là un rempart ostentatoire avec des blocs taillés sur 5 faces, sur lequel on voit encore les traces d'outils. Vous voyez ici les différents coups de ciseaux. On est là devant un rempart qui, clairement, devait être esthétiquement supérieur à la moyenne. Alors on pourrait dire, oui, le grès rose se taille bien, c'est le même grès d'ailleurs qui forme la cathédrale de Strasbourg. C'est un grès qui effectivement peut être taillé si on a les outils adaptés, mais quand on regarde le rempart, on s'aperçoit que ce n'est que dans la partie proche de la porte, devant l'entrée, on a un rempart qui fait à peu près 500 mètres de large, qui est visible du plateau, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive du plateau lorrain, on arrive forcément devant ce mur de grès rose, ou on arrivait à l'époque devant ce mur de grès rose, et là, naturellement, il devait être particulièrement impressionnant, mais au fossé des Pendours, le rempart fait 7 km. Et lorsqu'on se dirige un peu sur les côtés, là où il y a une pente un peu abrupte, là où il y a fort peu de chances qu'un promeneur passe, eh bien là, le rempart est construit tout à fait différemment. C'est la même architecture, mais les blocs ne sont plus du tout taillés. On a des blocs pour lesquels on a grossièrement équarri. On a enlevé les éléments les plus gros pour avoir des dalles à peu près qui tiennent à peu près la route, mais on n'a pas du tout ces traces d'outils extrêmement fines
qui laisse apparaître un rempart de très bonne qualité. Donc il est clair que là, on a mis beaucoup d'efforts dans la taille de la pierre au niveau de la zone qui était visible, par laquelle on accédait, tandis que les autres secteurs ont été laissés un peu, ont été construits avec nettement moins de soin. Cette taille de la pierre est tout à fait intéressante pour les proto-historiens parce que c'est quelque chose de rare. Alors quand on pense au monde classique, monde grec ou romain, la plupart des blocs étaient taillés, ce n'est pas un problème. En Gaule, non. En Gaule, rarement les blocs d'architecture avaient été traités de cette manière-là. On a des blocs d'architecture parfois pour une statue qui ont été taillés, parfois pour un bassin, je vous en montrerai un tout à l'heure, mais pour un rempart, c'est extrêmement rare. On en connaît 4 ou 5 dans le monde celtique uniquement. Donc là, on peut dire que la taille de la pierre, c'est clairement pour une raison ostentatoire. Voilà les autres exemples. Besançon, au bord du Doubs, l'antique Vesoncio mentionné par César. Eh bien là aussi, on a des blocs taillés, mais pas partout non plus. Dans certains secteurs, les blocs sont grossièrement équarris. Dans d'autres secteurs, les blocs sont finement taillés. Et ce secteur-là a de fortes chances d'être là aussi lié à une entrée, peut-être un débarcadère, puisque là nous sommes devant un rempart qui est au bord du Doubs, donc au bord de l'eau, sans doute quand même un accès à la ville, donc une zone plus visible où on a mis une qualité de travail supérieure. Dernier exemple, Vertot en Côte d'Or, là aussi, un rempart de type Murus Gallicus. On voit très bien les traces des poutres qui sortaient du parement, et là aussi, utilisation de blocs taillés. Voilà donc une proposition de restitution. On n'a pas osé construire plus haut. Donc clairement, fonction ostentatoire sur ces remparts gaulois, si on ne l'a pas sur tous les remparts, ou si on n'a pas réussi à le mettre en évidence sur tous les remparts, il est clair que dans un grand nombre d'entre eux, cette fonction est bien présente. On va s'attaquer maintenant à la dernière fonction, la fonction symbolique. Qu'est-ce que j'entends par fonction symbolique ? On va encore faire un tour du côté du monde antique, du monde étrusco-romain. Une ville romaine était, par tradition, entourée d'une ligne symbolique, le pomerium. Le pomerium, tracé par Romulus autour de Rome, et qui d'ailleurs est à l'origine de la mort de Rémus, Rémus ayant sauté par-dessus le sillon de l'arère correspondant à ce pomerium, et donc il a commis un sacrilège. Et Romulus l'a donc tué à cause de ça. On est tout à fait là devant l'idée d'une ligne symbolique qui symbolise deux espaces différents, un espace l'intérieur qui est la ville et un espace qui est l'extérieur. À ces espaces sont associés des règles, des tabous, on pourrait presque dire. À Rome ou dans les villes romaines, il était interdit d'enterrer les morts à l'intérieur de la ville. On rejetait à chaque fois les nécropoles à l'extérieur. À côté de la porte, soit, mais à l'extérieur. Il y avait d'autres règles également. Le port des armes était interdit à l'intérieur de la ville. C'est pour ça qu'il existait des champs de Mars qui sont les endroits où étaient stationnées les troupes victorieuses. Et ces troupes victorieuses n'avaient le droit d'entrer armées dans la ville que le jour du défilé en l'honneur de leur victoire. Le reste du temps, ils devaient rester dehors. Enfin, troisième élément, il existait à Rome un magistrat, le préteur urbain, qui, pendant l'année de sa magistrature, n'avait pas le droit de franchir la limite de ce pomerium. Donc vous voyez le type de symbole que nous avons.
Regardons un peu du côté gaulois. Eh bien, du côté gaulois, on a 2 ou 3 sites pour lesquels on connaît les nécropoles. Ici, l'oppidum du Titelberg au Luxembourg, défendu donc par un rempart, une voie qui le traverse, et 2 nécropoles connues, une ici et une ici. On s'aperçoit que les nécropoles sont placées exactement comme dans les villes romaines, à l'extérieur du rempart et à proximité des portes. On a là un point de convergence. Prenons un autre oppidum, le Montbeuvray, Bibracte, dont je vous parlais tout à l'heure. Là aussi, on connaît une nécropole qui, là aussi, est placée à l'extérieur. Donc, on a clairement la même règle qui semble s'appliquer aux villes gauloises qu'aux villes romaines. C'est un des premiers éléments. Alors, le préteur urbain, malheureusement, on n'en connaît pas dans le monde gaulois. Mais par contre, on connaît quelqu'un d'autre qui porte le nom de Vergobret. Qui est le Vergobret ? Le Vergobret est le magistrat suprême d'une cité gauloise. Il est élu pour un an, et pendant son année de magistrature, il n'a pas le droit de franchir les limites de sa cité. Alors là, il faut entendre cité au sens gaulois ou gallo-romain du terme, du territoire, Arverne, Éduin, etc., qu'il dirige à ce moment-là. Donc ce n'est pas les limites de l'oppidum qu'il n'a pas le droit de franchir, mais les limites du territoire qui correspond à 1 ou 2 départements, ça dépend de la taille de ces grandes cités gauloises. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que on a là le même type d'interdit pour un magistrat. Le préteur urbain est nommé, élu pour un an, le Vergobret également. Les deux sont liés à une limite symbolique qu'ils ne peuvent pas franchir. Et en plus, curieusement, le terme de Vergobret, en latin, s'est très vite transformé en terme de prêteur. Donc il y a clairement un lien entre ces 2 types de magistrature. Alors, on ne peut pas dire clairement que l'interdit existait pour une ville gauloise, mais en tout cas, les Gaulois connaissaient ce type d'interdit pour des magistrats. Donc, on voit bien qu'on a des éléments assez proches. Pour l'armement, là on ne peut pas dire grand-chose, on trouve quand même beaucoup d'armes dans les oppidas, dans les villes gauloises, donc peut-être que c'est moins marquant. Mais ces éléments déjà avancés donnent quand même l'impression que le monde gaulois connaît, non peut-être pas le pomerium, là c'est toujours dangereux d'utiliser un terme latin pour une réalité qui ne l'est pas, mais connaissait sans doute un type de limite symbolique qui était monumentalisé par le rempart, mis en évidence par le rempart. Le rempart, d'une certaine manière, permettait de voir au sol cette limite symbolique. Donc on est clairement là devant quelque chose qui est très comparable au pomerium et qui nous permet de dire, ou qui nous donne envie de dire, qu'un Gaulois savait très bien, lorsqu'il était à l'intérieur de la ville et lorsqu'il sortait de la ville, le monde rural, le monde urbain, ce passage de l'un à l'autre, il le connaissait. D'autant plus que lorsque l'on a des portes de ce type-là, je vous ai montré tout à l'heure des portes un peu modestes, on va dire, en taille. Ici, la porte du Montbeuvray, la porte dite porte du Rebou, qui a non pas 8 mètres de large comme les autres, mais 20 mètres de large. Une porte pour laquelle, naturellement, la fermeture pose un problème. On ne peut pas fermer cette porte de la même manière que les autres portes gauloises, et c'est une porte qui est très peu défendable, donc militairement tout à fait inefficace. Voilà comment elle a été donc restituée de la nature. C'est la même reconstitution que je vous ai déjà montrée tout à l'heure. Et voilà une proposition de maquette pour cette porte. On a donc là le passage du monde urbain vers le monde rural, ou du monde rural vers le monde urbain, à travers une porte qui, clairement, ne peut pas être considérée comme un obstacle défensif militaire.
mais sans doute un passage symbolique entre ces deux mondes. Donc voilà quelques éléments qu'on peut dire sur nos remparts gaulois. Ces remparts gaulois étant la partie la plus visible de l'architecture monumentale publique en Gaule. Mais je ne suis pas venu ici pour vous faire uniquement une présentation des remparts. Je vais montrer quelques autres éléments qui contribuent à mettre en avant l'idée qu'il existe bien une architecture monumentale publique dans le monde gaulois. On a une série d'éléments qui nous permettent de dire qu'il y a sans doute une organisation de l'espace, des plans d'urbanisme qui ont été faits à l'intérieur de ces oppidums. Alors, c'est difficile à dire pour tous les sites, mais on a quand même quelques exemples qui nous montrent que cela existait, au moins pour certains. J'ai choisi deux exemples assez représentatifs. Le premier, l'oppidum de Manching en Bavière, le second, l'oppidum de Villeneuve-Saint-Germain dans l'Aisne. À Manching, on a un oppidum qui fait à peu près 360 hectares, entouré par un rempart qui a une forme assez proche du circulaire. Et à l'intérieur de Manching, on s'est aperçu qu'il y avait, au moins dans certains secteurs, un découpage en îlots, tel qu'on le retrouve dans les villes antiques, peut-être pas aussi régulier. Je n'irai pas jusqu'à parler de Cardo et de Decumanus, mais qui sait, on n'en est peut-être pas si loin que ça. Et un de ces îlots a été fouillé de manière un peu plus intensive, et on s'est rendu compte qu'il était entouré, non pas par une série de poteaux qui auraient pu indiquer la présence d'une palissade, mais par une série de poteaux doubles ou de poteaux parallèles qui, on le voit peut-être bien ici, on le retrouve à ces endroits-là, qui semblent plutôt orientés vers autre chose. Alors, voilà ce que les archéologues qui ont fouillé nous proposent. En fait, il y a de fortes chances que ces îlots soient entourés d'un portique, d'un espace couvert, les deux poteaux soutenant une toiture. Et les recherches ont montré qu'il était fort probable que ces portiques ne soient pas tournés vers l'intérieur, mais tournés vers l'extérieur. On aurait là presque ce qu'on pourrait appeler des trottoirs couverts. Donc, c'est quelque chose qui entre clairement dans l'organisation urbaine, quelque chose qui doit certainement être lié à la construction d'une ville. La question naturellement qui est posée, c'est de savoir quel est le statut de ces portiques. Est-ce qu'ils dépendent des propriétaires qui habitent à l'intérieur, ou est-ce qu'on est en face d'une construction qui est aménagée par l'oppidum, qui est entretenue par l'oppidum? Je crains qu'on n'aura jamais la réponse, faute de texte qui en parle, mais en tout cas, on a là un aménagement public qui est tout à fait intéressant. Quelque chose de similaire à Villeneuve-Saint-Germain, de similaire ou totalement différent. C'est difficile à dire, mais je vais vous présenter le dossier et vous verrez par vous-même. À Villeneuve-Saint-Germain, on a constaté que l'oppidum était découpé en 4 zones inégales par 2 séries de fossés qui se croisent à angle droit. Ces fossés, on s'est rendu compte qu'aucune structure archéologique ne les a jamais recoupés. Ce qui veut dire qu'ils ont été mis en place dès la fondation de l'oppidum. Donc là aussi, il y a comme un plan d'urbanisme sous-jacent. Ces fossés sont des fossés dans lesquels on a retrouvé un certain nombre de trous de poteaux, et donc
Ce sont donc des fossés clairement couverts. Alors, comment interpréter ces fossés? C'est assez compliqué. Pour l'instant, aucune des hypothèses n'est véritablement convaincante. Voilà une première proposition, donc une couverture de ces fossés qui laisserait au fond un genre de vide sanitaire et un espace dans lequel on pourrait se déplacer à l'intérieur. La première hypothèse a été celle d'une galerie marchande, puisque à proximité de ces fossés, on a retrouvé toute une série de traces d'artisanat, donc des ateliers artisanaux qui étaient installés de part et d'autre de ces fossés, et donc l'idée a été proposée qu'on est là devant l'endroit où ces artisans vendaient leurs produits. Alors, ça peut peut-être fonctionner sur une zone un peu pas trop grande, mais ces fossés, pour certains, font plusieurs plusieurs centaines de mètres de long, excusez-moi, ce qui en ferait une zone commerciale des plus grandes de l'Antiquité. C'est sans doute pas la fonction primaire de ces fossés, même si on peut imaginer qu'à certains endroits, ils aient pu avoir cette fonction-là. Alors, on a une autre proposition, donc ça c'est toujours le même, avec une autre reconstitution. La reconstitution qui va tout à fait dans une autre direction. Au lieu d'avoir des fossés couverts complètement, on peut proposer l'existence de deux couloirs séparés par un fossé qui permettrait la circulation de personnes avec une simple séparation ou la circulation de personnes avec une séparation qui pourrait être gardée par des personnages différents. À quoi correspondent ces hypothèses? C'est des hypothèses qui, là aussi, plongent dans le monde antique romain, et en l'occurrence romain et grec. Dans le monde romain, on sait qu'il y avait des systèmes de vote qui ont été mis en place, systèmes de vote qui permettaient de canaliser des gens pour voter, qui donc suivent un couloir. Ce type de système a été mis en évidence, notamment dans des forums en Italie, le forum de Cosa par exemple. Eh bien, peut-être que là, nous avons affaire à un système de vote similaire qui peut être soit protégé, surveillé ou pas. Et la division en 4 zones peut être liée au fait que la plupart des cités gauloises sont sous-divisées en pagi, donc une sous-division administrative, une sous-division territoriale, et on s'aperçoit que le chiffre de 4 est un chiffre qui revient assez fréquemment dans ces sous-divisions gauloises. Pour les Helvètes, on sait qu'il y a 4 pagis helvètes. Il y a des noms de peuples, Tricor, Pétrocor notamment, qui se traduit par 4 corps d'armée ou 3 corps d'armée. Et on a des études territoriales sur les Trévires, donc les Gaulois de la région de Trèves, ou les Médiomatriques, les Gaulois de la région de Metz et du col de Saverne, qui indiqueraient que le territoire est peut-être sous-divisé en 6 zones. Donc 3, 4, 6, voilà un peu l'ordre de grandeur des sous-divisions des cités gauloises. Peut-être que c'est dans cette direction-là qu'il faut creuser. Alors l'élément qui a fait dire à Christian Père, qui est à l'origine de cette hypothèse, que nous sommes peut-être en face d'un lieu de vote, c'est qu'il y a, le long du fossé, toute une série de rouelles, petites rouelles en plomb ou petites rouelles en bronze, parfois très frustes, parfois beaucoup plus détaillées, qui lui faisaient penser à des rouelles qui servent de jetons de vote en Grèce. Donc, voilà le lien qui a été proposé. Mais ça voudrait dire que cet oppidum est un immense bureau de vote
Là aussi, que dire de cet élément? En tout cas, une chose est certaine, ces fossés ont été aménagés dès la fondation de l'oppidum et pendant toute la durée de l'oppidum ont toujours été en activité, ils n'ont jamais été recoupés par aucune autre construction, ce qui veut dire que pendant toute la durée de l'oppidum, ils ont divisé ce site en 4 secteurs. Donc on est bien de la construction publique. Alors, est-ce qu'on est de la construction monumentale? Bon, on peut toujours se poser la question, mais on est sans doute quand même dans de la construction publique. Alors, on a vu que l'aménagement de l'espace, on avait quand même quelques éléments. Malheureusement, les oppidas sont fouillés par petits bouts. Soit l'oppidum est en pleine forêt, on ne peut pas faire des grands décapages archéologiques, soit l'oppidum est recouvert par une ville antique, voire contemporaine, et on fouille là où apparaît un parking, là où apparaît telle ou telle construction. Donc avoir des grandes zones fouillées sur les oppidas, c'est plutôt rare. C'est pour ça que nos exemples ne sont pas très nombreux, mais on en a suffisamment pour dire que dans la notion d'oppidum, il y avait sans doute ce type de notion également. Alors une dernière chose dans cette architecture monumentale publique qui est en train de sortir de plus en plus, c'est la notion peut-être d'une grande place qui pourrait plus ou moins être rapprochée du forum tel qu'on connaît dans les villes romaines. Alors je vous vais montrer 4 exemples de formes différentes, avec des données différentes, mais qui peuvent être regroupés sous cette catégorie parce que c'est clairement vers cette direction que l'on s'oriente. Le premier exemple est le site du Titelberg au Luxembourg, que je vous ai déjà montré tout à l'heure, avec ses nécropoles. Le Titelberg, eh bien, c'est un site pour lequel on a eu une prospection géomagnétique, je vais vous la montrer dans un instant, mais qui a réussi à mettre en évidence le fait qu'il y a un fossé qui délimite une zone d'une dizaine d'hectares et qui n'a jamais été occupée à l'époque gauloise. Toute l'occupation gauloise se retrouve de ce côté-là, l'oppidum faisant aux alentours d'une 50aine d'hectares en tout. Cette prospection magnétique a donc réussi à mettre en évidence ce fossé et toute une série d'autres structures. Les points sombres que vous voyez correspondent à des structures archéologiques, mais le site a continué à fonctionner à l'époque romaine, donc ces points-là sont des points d'époque romaine. Alors, ce fossé est un large fossé à fond plat qui était défendu d'un côté par un rempart. Et un des états du rempart, curieusement, mais dans notre discours c'est peut-être plus anecdotique, était un rempart en briques crues dont on a retrouvé les restes dans une coupe archéologique. Nous avons ici la trace d'une brique, la trace d'une autre brique, une troisième, une quatrième. Donc c'est très léger comme trace, mais suffisamment net pour dire, voilà, on avait sans doute à un moment donné, un rempart en briques crues. Cette zone délimite un espace de 10 hectares dans lequel ressort un bâtiment, ici en jaune, qui est un sanctuaire. Ce sanctuaire-là est d'époque romaine, mais il y a des phases gauloises en dessous. Alors, comment interpréter cette grande zone de 10 hectares ? En fait, on s'aperçoit en lisant les textes antiques, là encore une fois, c'est sur les textes que l'on se repose, on s'aperçoit qu'il y avait, dans le monde gaulois, toute une série d'assemblées à tous les niveaux, on pourrait dire quasiment, des assemblées politiques pour une cité, pour une confédération de cités. On peut sans doute imaginer des assemblées plus petites que la cité au niveau de l'oppidum, et à l'autre extrémité, César mentionne à plusieurs reprises une assemblée de toutes les cités de la Gaule. Donc les Gaulois avaient la culture des grandes réunions
public. Cet espace de 10 hectares, à l'intérieur d'une ville gauloise qui, en plus, a de fortes chances d'être la capitale des Trévires, est du coup un élément tout à fait important pour la vie sociale, sans doute. On peut imaginer ce grand espace a servi de lieu de rassemblement. Alors on sait aussi que l'Antiquité, les lieux de rassemblement sont toujours liés à des manifestations religieuses, ou en tout cas avec du religieux qui n'était pas loin. Quelque chose qui existe aussi bien dans le monde romain que dans le monde gaulois, ce n'est pas quelque chose de très original en soi. Mais regardons un peu du côté gaulois. Voici la zone qui correspond à ce secteur-là. Le bâtiment qui était en jaune tout à l'heure, il est en gris clair à l'arrière, et j'ai mis en jaune les phases qui correspondent à la période gauloise. Qu'est-ce qu'on a ? On a un grand bâtiment à 3 nefs, qui semble avoir été ouvert dans la partie inférieure, donc sans parois, et à l'avant quelques bâtiments qui bordent apparemment une grande place vide, sans construction à cette époque, avec un emplacement interprété comme un hôtel. Voilà des propositions de reconstitution de ce bâtiment. Donc, un grand bâtiment, vous voyez, interprété comme une halle, sur 4 rangées de 4 poteaux, sans doute ouverts. Voilà une autre proposition de restitution, beaucoup plus haute que précédemment. Eh bien, ce type de bâtiment fait quand même étrangement penser aux basiliques romaines. On n'a pas du tout d'éléments qui nous permettent de donner une idée de la fonction de ce bâtiment, mais la basilique romaine est également un bâtiment à 3 nefs, très souvent ouverte sur une place à l'avant, qui est le forum. Donc, ce bâtiment, à l'intérieur d'un espace public, est quand même tout à fait intéressant. Alors, il est à l'intérieur de l'espace public, mais en plus, il est placé à un endroit tout à fait remarquable. Il est placé à l'endroit du carré où j'ai écrit sanctuaire, parce que à l'époque romaine, il y a un temple qui s'installe exactement au même endroit. C'est un endroit qui est le plus haut du site, et si on trace un trait entre les 2 portes, il passe exactement au milieu de ce bâtiment. Donc c'est un bâtiment qui devait être visible dès qu'on entrait dans l'oppidum, soit par une porte, soit par l'autre. C'était un bâtiment placé sur le point le plus haut du site. Alors, comment l'interpréter ? Ce bâtiment, à l'intérieur d'une zone plutôt vide, plutôt liée à un lieu de rassemblement. Quelle est la fonction exacte du bâtiment ? C'est difficile à dire, mais c'est clair que, dans un premier temps, on a cette halle, peut-être une basilique, est-ce qu'il faut utiliser le terme, et ensuite, à l'époque romaine, on a un bâtiment un peu curieux, puisque là aussi, il semblerait qu'il n'y ait pas de parois non plus, mais la phase suivante, on sera devant un fanum tout à fait classique, typique du monde romain, donc un temple romain qui prend donc la suite de cette halle gauloise. Donc on voit qu'on est là dans l'architecture publique. Jusqu'à quel point on peut utiliser les notions romaines, ça effectivement c'est toujours le problème, mais on en a bien envie, vous l'avez peut-être constaté. Quelque chose de similaire, voire encore de plus compliqué sur l'oppidum de Bibracte. L'oppidum de Bibracte, on a une zone au centre ici, ça se voit peut-être mieux sur ce document-là, qui est un secteur sans doute central du site, avec une construction monumentale. Sur ce secteur traverse la voie principale du site qui est bordée par
un monument, un bâtiment ici, qui, vu comme il est représenté là, correspond à une domus romaine, donc un habitat, une construction civile, une demeure sans doute d'un aristocrate gaulois. Mais en fouillant cette domus romaine, on s'est rendu compte qu'en dessous, il y avait un autre bâtiment, un bâtiment qui repose sur une série de colonnes dont on a retrouvé d'ailleurs des fragments, colonnes qui donnent l'impression que là aussi nous sommes devant un bâtiment qui s'apparente à une basilique. D'ailleurs, les collègues qui travaillent là-dessus ont proposé une restitution d'une basilique. Voilà 2 propositions de restitution en coupe. Voilà la proposition de restitution en façade. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des propositions, avec certains blocs qui clairement sont plutôt liés à de l'architecture romaine. En voilà un autre. Tout à l'heure c'est une base de colonne. Ici c'est un fragment de chapiteau. C'est intéressant de voir ce bâtiment-là, surtout quand on connaît la datation du bâtiment. Les fouilles ont montré que ce bâtiment, grosso modo, datait du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, en pleine période gauloise. Alors, il faudrait trouver une datation plus précise. Il y a 2-3 ans, on m'a dit la datation du bâtiment de cette basilique est à mettre entre 60 et 40 avant Jésus-Christ. Mais voilà, il y a un problème. Entre 60 et 40 avant Jésus-Christ, il s'est passé un petit événement en Gaule qui s'appelle la guerre des Gaules, donc la conquête romaine. Maintenant, la datation a un peu bougé, on l'a baissée, on nous propose une datation qui serait plutôt entre 50 et 30 avant Jésus-Christ. Je ne suis pas sûr que les données archéologiques permettent d'être aussi précises. J'aurais même tendance à dire qu'il y a sans doute une arrière-pensée idéologique. Comment est-ce qu'un Gaulois peut construire une basilique romaine avec une architecture romaine avant la conquête? Est-ce concevable? Ça serait plus logique que ce soit après. C'est un argument qui se comprend, mais qui est peut-être pas très scientifique. Il faut attendre le reste de l'étude. Je reviens un peu en arrière pour montrer que cette basilique, en plus, n'est pas isolée, et on a réussi à déterminer que devant, il doit y avoir une grande cour vide. Là, est-ce qu'on peut parler de forum, basilique plus cour? C'est tout à fait possible. On n'a pas le sanctuaire qui va avec, donc on n'a pas le beau forum tripartite tel qu'on le trouvera en Gaule partout ailleurs, mais on a sans doute le plus ancien forum de Gaule quand même, sur un oppidum gaulois, quelle que soit d'ailleurs la datation, si c'est juste avant ou après la guerre des Gaules. Venons-en maintenant à un exemple en Bavière, pour montrer que ce n'est pas uniquement en Gaule qu'on a ce type de phénomène. Revenons donc à notre oppidum de Manching, pour lequel une fouille dans les années 50 a livré quelque chose de tout à fait intéressant. Ici, à Manching, il y a une place avec à côté un petit monument qui est interprété comme un sanctuaire, et le tout est situé dans l'axe d'une des portes principales, voire même au croisement de 2 axes liés aux portes. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Malheureusement, on n'a pas de documentation beaucoup plus précise, puisque c'est une fouille qui a été faite en vitesse avant la construction d'un aéroport militaire américain, et que du coup, les données restent assez légères. Cela dit, les informations que nous avons là-dessus indiquent quand même que une grande place pavée, nous dit-on, avec en face un sanctuaire, ça nous fait penser là aussi à ces aménagements type forum que l'on a en Italie ou que l'on a en Gaule après, et qui, dans la plupart des villes italiennes ou gauloises, sont construits au croisement des 2 axes principaux
du Cardo Maximus et du Decumanus Maximus. Voilà ce que nous avons ici à Manching. Je ne vais peut-être pas aller plus loin dans la réflexion, mais vous voyez bien que, mis bout à bout, ces quelques exemples, même s'ils sont peut-être faibles si on les prend individuellement, montrent que sans doute il y a eu une organisation de type urbaine, telle qu'on la connaît dans le reste du bassin méditerranéen. Alors on a d'autres secteurs, alors là juste pour le plaisir de vous montrer les planches auxquelles vous avez échappé. Ce sont donc des séries de trous de poteaux qui, une fois restitués, nous permettent de nous proposer une série de monuments, dont ce type de bâtiment qui semble là aussi être un sanctuaire. On a sans doute sur l'oppidum de Manching plusieurs sanctuaires, voire d'autres lieux de culte, peut-être plus anecdotique dans notre réflexion, un petit arbre cultuel avec feuilles de bronze dorées à leur fin, qui a été trouvé également sur le site, clairement lié à du cultuel. Alors, on peut toujours continuer. Un dernier exemple, en cours de fouille actuellement, par mon collègue Mathieu Pou, sur l'oppidum de Coran, non loin de Clermont-Ferrand. Sur cet oppidum, on a retrouvé un secteur qui a livré un sanctuaire précédé par une place qui semble avoir une forme plus ou moins trapézoïdale. Donc, on est là aussi dans une idée d'un sanctuaire avec une place publique au milieu d'un oppidum. À ce sanctuaire, à cette place, sont accolés une série de bâtiments qui ont livré toute une série de traces artisanales. Et donc, on peut se poser la question, si on est en face d'une place publique, avec autour des ateliers et des commerces, ou en face d'une construction privée, mais de quelqu'un qui avait dans ses activités pas mal d'activités commerciales et artisanales. La question est ouverte, mais placé au centre de cet oppidum, à proximité du sanctuaire et de cette place qui est devant, là aussi peut-être un aménagement de centre urbain tout à fait intéressant. Donc voilà le sanctuaire, son plan. Donc il est délimité par un fossé qui, dans un second temps, se transformera en portique, avec à l'intérieur 2 bâtiments et une série de structures en creux entourées d'amphores que je vous montrerai dans un instant. Voilà une maquette qui a été faite dessus. Donc le portique est ouvert donc vers l'intérieur du sanctuaire. Sur les bâtiments ont été accrochées toute une série de mâchoires d'animaux qui indiqueraient que nous sommes en face de banquets, et ces banquets sont renforcés par une série de creusements entourés d'amphores, et on a l'impression qu'on a ici des réceptacles pour jeter ou transvaser du vin, les amphores ayant été sabrés au bord de ces contenants pour que le vin se déverse dedans. Il faut sans doute imaginer un baquet en bois qui le retient. Le vin a été bu par la suite naturellement. Donc on est là en face d'un aménagement de sanctuaire à l'intérieur. Alors là, j'ai qu'une très mauvaise photo qui est aussi floue sur mon écran qu'ici, mais qui essaye de donner cette idée d'une ville avec peut-être une construction monumentale liée à une place en plein milieu de l'oppidum Arvernes de Coran, et qui a de fortes chances d'ailleurs d'être la capitale des Arvernes et non pas Gergovie. Les recherches s'orientent de plus en plus dans cette direction. Donc on a là tout un éventail d'éléments qui nous permettent de dire effectivement, dans le monde gaulois, il y a de l'architecture publique, parfois monumentale, parfois moins, mais ce qui est trompeur peut-être, c'est que cette architecture est en bois. Le bois n'a pas laissé beaucoup de traces.
Et je ne serais pas étonné que si on voulait forcer un peu les choses, les petites constructions en bois, on pourrait, si on demandait à des ingénieurs, des architectes de nous aider, on pourrait en faire des choses beaucoup plus grandes que ce qu'on s'autorise à faire. Alors, j'ai laissé les 2 chapitres eau et voirie. Là, malheureusement, c'est très pauvre. Je vous ai dit, un seul exemple vraiment intéressant, c'est toujours dans le centre du mont Beuvray, de Bibracte, la présence d'un grand bassin lenticulaire. Ce bassin fait 10,50 m sur 3,60 m, et voilà, une fois reconstitué, et on s'aperçoit que ce bassin a été tracé, pas n'importe comment, mais avec toute une série de règles géométriques que les Gaulois maîtrisaient parfaitement. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est pour montrer que, au moins sur un site, on a de l'architecture monumentale. C'est un bassin quand même assez monumental, lié à de l'eau. Le stockage, là aussi, on est très faible en éléments, mais on a un bâtiment, au Mont Beuvray toujours, c'est un des oppidats les mieux fouillés, ou les plus anciennement fouillés, donc on a le plus de documentation. Un de ces bâtiments, ici, fait étrangement penser au plan d'un auréum. Qu'est-ce que c'est un auréum? C'est tout simplement un grand grenier collectif que l'on retrouve notamment dans les camps militaires romains. Les plans sont à la même échelle. Donc voilà celui de Montbeuvray. Voilà un exemple en Grande-Bretagne. Voilà un exemple sur les limes en Allemagne. Ce sont des bâtiments qui étaient généralement surélevés. Ça permettait donc d'aérer le grain, puisqu'il y a surtout du stockage de grains à l'intérieur. Ça permet d'une certaine manière aussi d'éviter les rongeurs, quoique lorsqu'il y a un escalier qui permet d'y monter, le rongeur entre par là également. Donc voilà une reconstitution grandeur nature de ce type de bâtiment. Donc ça c'est en Angleterre. Et donc en écorché, en dessous, que ce soit des poteaux en bois ou des petits murets, voire même des pilettes en pierre, le but est justement une aération du sol. Donc un seul bâtiment, malheureusement fouillé au XIXe siècle, la datation n'est pas très bien connue, quand on sait que César a sans doute écrit la guerre des Gaules dans l'oppidum de Bibracte. Est-ce qu'il faut y voir une construction gauloise ou est-ce qu'il faut y voir une construction liée à l'armée césarienne directement? Pour l'instant, on ne pourra pas répondre. Voilà un peu le dossier tel qu'on peut le proposer pour le nord de la Gaule, pour la Gaule septentrionale et la partie orientale du monde celtique. Je me propose très rapidement de faire un survol un peu du sud de la Gaule, le sud de la Gaule qui a connu une évolution un peu différente puisque la conquête de la province, de la future province de Narbonnaise s'est faite presque un siècle plus tôt. Elle s'est faite entre 125 et 118 avant Jésus-Christ. Et donc, il est clair que l'évolution n'est pas tout à fait comparable à celle qu'on a plus au nord. Mais si on prend un site contemporain de nos oppidas, l'oppidum d'Entremont, à côté de Aix, en Provence, cet oppidum a montré la présence d'une construction. Bon, il y a des remparts, ça je ne vais pas revenir là-dessus, même si l'architecture des remparts dans le sud est très différente de ce que je vous ai montré. Mais ce qui est intéressant, c'est la présence d'une grande salle, une grande salle hypostyle avec une série de piliers au milieu, une salle allongée que l'on restitue, soit de cette manière-là, soit ici une reconstitution 3D. C'est une grande salle publique dans laquelle on a sans doute eu droit à des cérémonies publiques, voire même cultuelles, puisqu'on retrouve une série de crânes qui étaient accrochés aux différents poutres et poteaux de ce pan de bois, et que parmi les blocs utilisés
pour la construction de ce bâtiment, il y a également un bloc qui est un ancien pilier sortant sans doute d'un sanctuaire, où nous avons également des crânes gravés. Donc voilà les différents crânes accrochés, avec encore en place des clous de fixation, ou voire même des systèmes beaucoup plus complexes, et ce fameux pilier où il y a donc là aussi des têtes coupées, sans doute, qui étaient gravées dessus, têtes coupées, parce que quand on les regarde de près, on a l'impression qu'ils ont les yeux fermés, qui sont vraiment liés à des individus décédés, donc pas d'individus vivants sans doute. Un peu plus loin, Roquepertuse, dans la même région, là aussi, un petit site formé d'un plateau avec une terrasse, avec un bâtiment public et des bâtiments sans doute privés. Alors pour Roquepertuse, on a proposé plusieurs hypothèses. On a proposé d'y voir un village, on a proposé d'y voir un habitat rural. Quoi qu'il en soit, il y a un monument public dans lequel était installée une série de statues avec personnages accroupis et une série de piliers sur lesquels étaient installés également incrustés des crânes humains. Donc là aussi, un bâtiment, un monument public, sans doute un sanctuaire. Alors, je ne suis pas un spécialiste du sud de la Gaule. Si un collègue du sud avait parlé à ma place, il aurait sans doute avancé toute une série d'autres éléments, mais c'était pour vous montrer qu'on a effectivement de l'architecture monumentale publique également dans le sud, peut-être même plus que nous au nord. Pour finir, je me propose d'abandonner un peu la ville pour regarder un peu ce qui se passe à la campagne. Là, d'une certaine manière, je me fais un peu plaisir puisque je vais vous présenter déjà un petit site sur lequel j'ai travaillé cet été. Donc c'est quelque chose de tout à fait récent, mais qui, dans la réflexion de l'architecture monumentale, vaut la peine d'être ajouté au dossier. Alors le site en question, c'est bâti en Gâtinais, dans le Loiret, non loin d'Orléans. Un site qui avait été découvert déjà par photographie aérienne et qui se compose d'un fossé, un fossé qui fait 120 mètres par 150 de côté, entouré d'un deuxième fossé plus modeste qui couvre à l'arrivée une surface d'environ 9-10 hectares. Ce fossé principal, il est déjà en soi relativement monumental puisqu'il fait dans les 7 mètres de large pour 3,50 m de profondeur. Donc voilà ici les proportions par rapport à la pelle mécanique. Ce site a été fouillé dans le cadre d'un tracé autoroutier, l'autoroute A19, qui passe à cet endroit-là, et qui a permis d'en connaître une bonne quantité. Voilà une première proposition de reconstitution. On s'aperçoit que dans ce site-là, qui pour l'instant est interprété comme un habitat rural, sans doute aristocratique, donc un site qui n'est pas une ville, qui n'est sans doute pas non plus une agglomération, qui est avant tout, il faut l'imaginer comme ça, un site lié à un personnage important, entouré d'une cour, peut-être que ce terme-là convient, peut-être pas, en tout cas de clients, d'artisans, de toute une série de personnes qui vivent avec lui sur ce site. Et on s'aperçoit, en regardant les choses un peu en détail, que si on regarde la porte, encore une photo avec des trous de poteaux, cette porte est tout à fait monumentale, pas très éloignée de ce que l'on a sur nos oppidas. Alors, autre élément intéressant, il y a toute une série de palissades qui délimitent, je vais remettre le document de départ, qui découpent l'intérieur de cet enclos, et on s'est aperçu que ces palissades, loin d'être des simples palissades avec du torchis dessus, et des palissades avec du torchis blanchi à la chaux, et en plus rehaussé de couleurs. Et quand je dis de couleurs,
sur cette image-là, on arrive à entrevoir la présence d'une forme ici pointue qui a de fortes chances d'être une feuille. On a, avec d'autres éléments, on peut presque restituer le dessin, malheureusement pas un dessin complet, mais qu'on a quelques indications. Et l'intérieur de cette feuille est peint avec une couleur qui s'appelle le bleu d'Égypte, qui à l'époque n'était fabriqué qu'en Égypte, comme son nom l'indique. Donc on est devant un produit d'importation. Donc on est là devant une série de palissades qui étaient peintes avec, on pourrait presque dire, des fresques. Ça va peut-être un peu loin comme terme, mais en tout cas rehaussées de couleurs avec des motifs sans doute géométriques et floraux, et tout ça à l'intérieur d'un habitat sans doute aristocratique. La porte, voilà la manière dont on la restitue. Si on prend un peu de recul, la voilà. On est dans quelque chose qui n'est pas très éloigné de ce que je vous ai montré sur les Oppidas. On n'a pas les deux ailes rentrantes, mais on a quand même une bonne tour. Et pour continuer, la fouille de cet été a livré un autre bâtiment de forme carrée, bâtiment qui fait 10 mètres sur 10, avec des trous de poteaux qui étaient aux alentours d'1,50 m, 1,80 m de profondeur, dans lequel on a retrouvé la trace des poteaux, donc des poteaux qui avoisinent les 25 cm de large sur 60-70 cm de long, donc des véritables troncs sans doute fendus en deux. Et si on s'amuse à restituer la construction, alors là, ça c'est quelque chose que j'ai fait très rapidement en 5 minutes, donc ce n'est pas du tout la restitution finale, mais si on regarde ça de près, on s'aperçoit qu'on peut imaginer un bâtiment qui peut facilement atteindre les 12-15 mètres de haut, voire plus. Ce n'est que la taille des troncs qui va nous limiter, vu que enfoncé dans le sol à 1,80 m, avec une proximité des troncs qui fait qu'on peut les lier facilement les uns aux autres par des systèmes de tenons et mortaises, on a une construction qui peut monter très haut. Et ce n'est du coup que l'imagination de l'archéologue qui va l'arrêter. Voilà un peu ce que je voulais rajouter pour le monde rural. Donc je sors un peu du thème parce qu'on n'est sans doute pas là devant une architecture publique, mais même dans l'architecture privée, on a peut-être de l'architecture monumentale chez les Gaulois. Donc tous ces petits éléments mis bout à bout, en fin de compte, on est devant un vaste puzzle où on a parfois une pièce de ciel bleu dont on ne fait pas grand-chose, parfois une pièce plus intéressante, mais quand on arrive à les mettre bout à bout, côte à côte, se dessine une image d'un monde celtique qui est loin d'être aussi barbare que nous le décrivent nos livres scolaires ou les textes antiques. On est devant des gens qui ont une culture extrêmement élevée, qui ont des connaissances architecturales sans doute beaucoup plus importantes que celles que l'on imagine. Le seul défaut, c'est qu'ils construisaient avant tout en bois et en torchis, et donc que les restes archéologiques sont beaucoup moins importants que pour le monde grec ou le monde romain ou le reste du monde méditerranéen. Je n'étais même pas allé jusqu'aux pyramides d'Égypte ou autres. On est là devant des gens qui avaient donc une bonne connaissance architecturale, et cette architecture, on essaye de plus en plus de la mettre en évidence. Et donc, il me reste à vous remercier encore une fois pour cette invitation, pour m'avoir donné la possibilité de présenter de l'architecture gauloise, proto-historique, mal connue, dans un milieu où l'architecture est une réflexion pour toutes les périodes. Merci beaucoup.